C'est bon. Hello, Antoine, votre charpentier militant. Aujourd'hui, on va aborder le sujet. Comment en 4 étapes construire sa maison bois et comment on doit réfléchir pour pouvoir construire sa maison bois. Du coup, on aura le budget. Puisque la question, c'est le budget, mais non. Comment il faut faire pour construire sa maison bois? Il y a 4 grandes étapes. On doit faire une structure, on doit faire un habillage extérieur. Vous verrez ce que ça contient. On va faire l'isolation, le pare-vapeur, le test d'infiltrométrie. On va faire beaucoup de choses ici. Et ensuite, on va faire tout le second œuvre qui va nous permettre d'être prêt à habiter. Je vous parle des 2 premières étapes dans un premier temps qui vous permettent d'arriver, comme vous le voyez ici, au hors d'eau. On va arriver au hors d'eau et il y a une grande étape là qui va se produire. Alors, première chose, la structure. La structure, c'est donc des bois d'ossature, classique, 45-220, tout ce qu'il y a de plus commun. Mais, quand on fait une maison rectangulaire, on va partir sur une maison de 50 mètres carrés qu'on pourrait agrandir à 93 mètres carrés, ou une 50 qui deviendrait 68 et qui deviendrait 93. Mais pour faire quelque chose qui soit simple et compréhensible, on va partir sur une maison de 50 mètres carrés pour bien comparer. On a une maison qui va faire 7 mètres par 7 mètres, 7 x 7, 49, vous voyez. Là, on va avoir 7 x 7 avec un petit débord, parce que l'étage étant un petit peu moins habitable, on arrive toujours avec nos 50 mètres carrés. OK? Donc là, on se retrouve avec une maison rectangulaire, avec un étage classique, hauteur 6 mètres 80, 7 mètres, tout ce que vous voyez partout en France. Là, on se retrouve avec une maison évolutive qui est dans les mêmes conditions, qui fait donc la même hauteur, qui fait une largeur un tout petit peu plus importante, mais qui est très orientée par rapport au sud, qui a une surface qui va être en contact avec tous les apports bioclimatiques. Elle va ouvrir un petit peu les bras, si vous préférez, pour pouvoir garantir qu'on va avoir un bébios, donc un besoin bioclimatique extrêmement bien rempli. Et donc, on aura des bonnes performances. Pour la structure, quand on construit, quand on fait une A évolutive, on fait une ferme. Donc, vous avez ici une ferme. Enfin, vous connaissez le sujet maintenant. OK? Cette ferme fait 7 mètres, ça fait 6 mètres 80 de haut, et on va la faire en 2 étapes. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va faire une ferme, on va en faire 9. On va utiliser 600 mètres linéaires de bois. Ça correspond à une charge et demie pour les charpentiers. Ils se reconnaîtront. On va avoir des petites extensions. On va avoir globalement 500 mètres linéaires. On a 1200 mètres linéaires, c'est-à-dire 12 mètres cubes de bois. OK? Et on a notre structure complète qui est faite. Et on va la faire en plusieurs étapes. On revient dessus tout à l'heure. OK? Quand on fait une maison comme ceci, on va exactement faire de la même façon. Mais on va avoir beaucoup plus d'étapes. On va faire une dalle bois. On va ensuite faire des murs du rez-de-chaussée. On va les faire en plusieurs éléments. 7 mètres, ce n'est pas évident à lever. Vous imaginez que quand vous avez un mur qui fait 2,80 m de haut, 3 mètres, ça dépend, et qui fait 7 mètres de long, en ossature de 45-220, vous le faites en 2 morceaux. Si vous faites en un seul morceau, il faut le lever. On parle de 2 personnes qui bossent. OK? Et il faut que ça soit, ce n'est pas des professionnels, ce sont des autoconstructeurs. Il faut donc les mettre à l'aise et il faut leur permettre d'être à l'aise pour pas qu'ils portent de grosses charges et qu'ils soient en sécurité. Vous voyez le mot sécurité ici, il n'est pas là pour rien. Donc, on se retrouve avec un mur de 7 mètres, un mur de 7 mètres. OK? Et on va faire nos murs. Imaginons qu'on fasse un mur, 2 murs, 3 murs, un mur, 2 murs, 3, et encore un mur. Là, j'ai fait un mur de 7 mètres, un mur de 7 mètres. C'est pour ça que je n'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 murs déjà à faire. OK? Et là, j'ai fait un mur de 7 mètres. Je vous ai dit que c'est très compliqué. Mais vous voyez, on est parti avec des courageux. Ici, on fait une ferme. Je vous l'ai montré. On en fait 9. Mais les fermes, on les fait en 2 parties. On fait une première partie, je vais vous montrer, et une deuxième partie ensuite. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à avoir fait la dalle, les murs. Là, j'en suis aujourd'hui à avoir fait les fermes en 2 parties. Et je vous montre. C'est indispensable de bien comprendre ça parce que c'est la clé de compréhension de beaucoup de choses qui vont en découler derrière. Vous voyez, j'ai mis des pinces pour tenir mes 2 ensemble, étant donné que c'est en 2 morceaux. Alors, vous voyez, ça, c'est la première partie qu'on va faire. Elle est là. On est ici. D'ailleurs, on la retrouve ici schématisée.
une première partie. OK? Ensuite, alors ça, il faut savoir que ça fait 130 kg, que c'est posé sur le sol et qu'on va la lever à 2 personnes très facilement. On vous montrera sur une vidéo comme c'est facile à faire. Ensuite, une fois qu'on a fait cette première partie de la ferme, on va pouvoir se permettre, ben alors, on se bat avec le paperboard, voilà. On va pouvoir se permettre, plus tard, de faire la deuxième partie, qui viendra se plugger dessus, ok? Voilà. Donc, si je fais mes 9 fermes, là je fais mes murs, j'en ai 6 à faire, je suis au rez-de-chaussée. Si je fais ça, j'ai déjà fait la dalle bois, j'ai fait la dalle haute qu'on va aborder maintenant, dans la partie comme ceci. J'ai fait mes murs, mais en une seule fois, là je fais la dalle, le mur, le mur. De l'autre côté, vous avez bien compris ce qui se passe. Et ça fait 130-140 kg. Et c'est au sol, et vous ne les portez pas, vous les relevez. Ça fait 3,50 m de haut. Donc c'est vraiment très facile à faire. Okay, et alors, quand on est dans la structure, il faut que vous compreniez ce schéma. C'est très important. Vous avez fait les murs. Vous allez mettre une lisse haute. C'est une lisse de bois. C'est un morceau de bois qui fait 45 par 220 tout autour. Vous allez devoir le visser, le mettre en forme, etc. pour avoir un rectangle ou un carré, dans ce cas-là, nickel. Dans le cas de mes fermes qui étaient ici, les coupes s'ajustent toutes seules. On a des gabarits de coupe. C'est très simple à faire. On ne peut pas faire d'erreur. Le bois est contre le bois et il s'assemble. Une fois qu'on a fait la lisse, donc c'est ce qui permet de tenir la périmétrie, on va faire la dalle haute. Mais nous, la dalle haute, elle était déjà faite avec la ferme. OK? Donc, même chose, on va devoir mettre des bois en travers, etc., etc. On travaille en hauteur de 1,80 m, il faut les lever un par un, parce qu'on ne peut pas faire des morceaux de dalle. Alors que nous, quand on a relevé notre bois, qui était au sol, il porté par le sol, on le relève simplement, on se retrouve dans une situation où on a déjà fait notre dalle haute. Là, c'est, quand on parle de sécurité, vous voyez. Ensuite, on va devoir faire les murs du premier étage. Là, on est à 3 mètres de hauteur. OK? Là, on est dans le vide. Là, on est à l'intérieur de la maison. Et on va faire notre morceau du haut sur, ici, un plancher temporaire. On vous montrera sur la maquette tout à l'heure. Et on pourra très facilement le lever. Là, on doit travailler sur ce plancher, faire un plancher temporaire et faire des murs. Et on retrouve avec la même problématique de faire tous ces murs. Et sûrement pas des murs de 7 mètres en hauteur comme ça. On va devoir les découper. Imaginez le temps. On fait les murs du premier, et ensuite on a le toit à faire. Là, on a déjà fait une grande partie de son toit, quand on a assemblé le deuxième élément. Vous avez bien compris que, en fin de compte, dans cette logique de structure, c'est pour ça qu'il faut absolument être attentif à ça. Parce que ce type de maison, quand on fait une structure comme ceci, comme on fait une première partie et qu'on fait une chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses en même temps, en une seule fois, et qu'ensuite, ceci, on vient le plugger dessus et on le fabrique ici, comme ça fait 100 kg, hein, même pas. Et on ne le porte pas, hein, on va simplement le faire pivoter, et ensuite il est en appui ici, et on va le lever et on va le poser là. Et ensuite on le relèvera là. Il y a des talons. Ici c'est très simple, on ne va pas rentrer dans la technique, mais sachez une chose, c'est très simple, 2 femmes le font, ok? Il n'y a aucun souci, elles l'ont déjà fait. Donc on se retrouve maintenant avec une maison qui est construite, mais avec un temps de construction qui n'a rien à voir. Et je voudrais vous rappeler une petite chose. Les murs, quand on fait un mur, là vous avez des montants d'ossature, vous avez une fenêtre qui est dessinée, il va falloir que cette diagonale et cette diagonale soient égales, pour que le mur soit réellement un véritable rectangle. Parce que sinon, quand vous allez assembler un mur plus un autre mur, si vous n'êtes pas un rectangle, vous êtes un parallélépipède, vous allez sortir dehors, vous allez rentrer, vous n'allez pas être ici en vertical et à l'aplomb. Quand vous allez vouloir mettre la dalle, ça ne va pas aller, le mur de dessus, etc. Avec des plans de coupe ici, comme on a, avec des angles faits, avec des gabarits, on n'a pas ce problème. OK? Et on fonctionne, là on a 7 mètres, hein, je vous le rappelle. Hein, OK? Et là on a 7 mètres. Hein. Sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur. Vous avez bien vu la ferme? Il n'y a rien du tout. OK? Alors que là on a une multitude d'ossatures. Donc, une fois qu'on a fait nos triangles, on va venir rajouter ce petit élément, qui est ici,
qu'il y a le bois qui sortait déjà. On va rajouter cet élément-là. Et ensuite, on aura ici un plancher sur lequel on pourra très facilement rajouter ce petit élément. Pour faire une haie évolutive de 50 mètres carrés à 2 personnes, on va mettre 12 jours avec le pare-pluie, les lithos et les contre-lithos. Le pare-pluie, c'est donc ça va permettre d'avoir une étanchéité relative. Quand on va vouloir faire cette maison-là, on va mettre 17 à 19 jours à cause de toutes les étapes que je vous ai énoncées. On va travailler dans des conditions très différentes. Et avec le pare-pluie et le litho, je n'ai pas compté le contre-litage, c'est-à-dire ce qui nous permet de mettre les tuiles après sur le toit, alors qu'ici, je l'ai compté le temps, parce que c'est très simple à faire, je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Ici, on est en hauteur, je vous rappelle, 3 mètres plus 3 mètres, ça fait 6 mètres. Ok. Donc, on se rend compte que quand on va arriver à l'étape des tuiles, des EP, c'est les eaux pluviales, parce qu'il va falloir mettre un chéneau ici en haut, ok, pour récupérer les eaux pluviales. Ici, le chéneau, ici, l'eau va couler là, elle coule là, elle coule là, et le chéneau, en vérité, il est ici, ou il est ici. Et là, il y a 3,50 m. Donc, avec un simple escabeau de cette marche, vous êtes à l'aise, et vous êtes tranquille. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On n'est absolument pas dans les mêmes conditions. 12 jours, 17, 19 jours, déjà, il ne faut pas traîner là, ok. Et moi, j'ai le contre-litho, c'est-à-dire qu'on a mis en place tout ça. Donc, quand on va parler de sécurité ici, après, dans l'étape d'après, l'habillage extérieur, vous allez vous rendre compte que tout ça, ça prend beaucoup de corps. Donc là, déjà, on va beaucoup plus vite. On consomme moins de bois, 12 mètres cubes, là, il en faut 14. Et puis, on travaille plus en sécurité et c'est fait beaucoup plus rapidement par 2 personnes. Parce qu'on utilise des formes qui sont extrêmement faciles et simples à faire. Alors, une fois qu'on a fait la structure, donc vous voyez que les questions de budget, les questions de cette première étape qui est ici, là on peut poser des questions de budget, mais avant on ne peut pas, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Okay. Pour arriver au hors d'eau, il va falloir faire tous les habillages extérieurs. Donc déjà il va falloir contreventer cette structure. Le contreventement consiste à mettre des planches, de l'OSB, peu importe. On ne va pas chercher à parler de matériaux, mais pour pouvoir que la structure se tienne, qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit totalement contreventée dans tous les sens. Il faut savoir que quand on fait des fermes comme ça multiples, c'est très simple de contreventer. Quand on fait un mur d'ossature, c'est très simple de contreventer. Il n'y a pas de difficulté réellement à faire ça, si ce n'est que nous, avec la évolutive, quand vous êtes sur cette pente-là, ici, et que vous avez fait cet étage, puis ensuite vous avez mis le second, mais vous pouvez faire déjà le premier simplement. Ici, vous allez mettre le pare-pluie, le contreventement, le pare-pluie, et vous allez ensuite mettre les lithos, les contre-lithos, c'est les lithos qui sont dans le sens de la ferme. Je vais reprendre ma petite ferme, et explicative. Donc là, ici, là vous avez 3,50 m. Donc une personne qui fait 1,80 m, elle est là, ok. Là, vous allez vous permettre, vous allez mettre les contreventements, on va regarder sur une maquette, ok. Et puis, ensuite, il y aura le pare-pluie, et ensuite, il y aura le litho et le contre-litho qui est dans ce sens-là. Donc, vous montez à l'échelle. C'est pour ça que j'ai dessiné des petits barreaux. Vous montez à l'échelle, et c'est assez simple, c'est une échelle simple qui fait 6,80 m. Bien sûr, vous pouvez vous attacher tout le long, ici, en sécurité, ici par exemple, et puis vous laissez une corde, et puis vous avez juste la mise en place de la corde, vous la laissez pendant le temps du chantier jusqu'à monter là, et ensuite vous la mettrez la suivante, et ainsi de suite. Donc quand je parle de sécurité, ici, c'est parce que je sais, par expérience, au bout de 66 maisons, et puis avec l'expérience que j'ai de charpente, que vraiment c'est un point extrêmement important. Quand on voulait faire ce petit élément qui était là, on était en appui là-dessus. Quand on a voulu mettre ce petit élément, il est à hauteur d'homme. Quand on a voulu faire cette petite extension, on est aussi à hauteur d'homme. On est dans une situation très confortable, comme si on faisait un rez-de-chaussée. C'est tout petit, ça fait 3 mètres sur 3 mètres. C'est simple, c'est rapide. Il n'y a pas beaucoup de bois. On ne manipule pas de grosses charges. Quand on est dans ce cas-là, on est obligé de raisonner très différemment. Et c'est une maison tout à fait classique. Ok. Donc, contreventement, assez simple, beaucoup plus simple en termes de sécurité. Ensuite, quand on fait l'étage, on a déjà fait l'étage, nous. Donc, on ne se pose pas ce problème d'étage. Ok. On l'a déjà posé ici. Le pare-pluie, écoutez, on monte à l'échelle, ok, et on va faire ça par étapes. Quand on est sur cette hauteur-là, là, il y a 3,50 m. On regarde sur la maquette ensuite. Donc, on se retrouve, tout ça, litho contre litho. Voilà pourquoi ici, dans la liste, ici, il y avait contre litho. Et là, il n'y a pas les lithos. C'est un temps important. C'est un temps très important, surtout sur un toit. C'est compliqué, on est en hauteur. Vous n'avez pas l'habitude. Là, on est dans une échelle de bois, ok, qui est très facile à monter, à descendre, qu'on peut sécuriser. C'est simple. Et donc, c'est abordable. On arrive donc à une situation, on a mis le contreventement, l'étage est déjà fait, on a mis le pare-pluie, les lithos, les contre-lithos, et on se retrouve dans une situation
qui est un petit hors d'eau. Il manque les fenêtres, les ouvertures. Ça, c'est un point extrêmement important. Ici ou ici, on se retrouve exactement dans la même situation pour mettre en place tout ça. Il n'y a pas de réelle différence, si ce n'est qu'on a plus de surface vitrée ici, on a plus d'ensembles qui sont plus petits. Ça, c'est décomposé, hein, vous verrez sur la vidéo. Et donc, ce n'est pas un seul ensemble là, qui va peser je ne sais quoi. Non, c'est une somme de choses qui vont ensemble. Donc, on se retrouve dans une situation où les fenêtres, les ouvertures, les tuiles qu'il va falloir mettre sur ce toit, là, on est dans une situation beaucoup plus sécure que là. Le bardage, on est dans une situation où il n'y a pas de bardage sur le devant, parce que c'est vitré, il n'y a que la face nord ici, on aura un petit peu de bardage sur le haut, que sur cette fonction-là. Là, il faut faire tout le tour de la maison pour faire la situation à l'étage. Et là, j'ai fait un toit de cette forme-là, mais ça peut être un toit de pente, et à ce moment-là, il y a un pignon à faire aussi. Oui, je n'ai pas parlé du pignon. J'ai encore pris la solution la plus simple. Parce que si j'avais mis un toit pignon, bah, il aurait fallu monter tout en haut du pignon. C'est pas si simple que ça. Vous voyez le pointu là, ok? Donc, les ouvertures, les eaux pluviales, je vous ai expliqué qu'elles étaient beaucoup plus simples ici qu'ici à cause de la hauteur. Et les EU, c'est les eaux usées, mais c'est à l'intérieur de la maison et il y a un point central. On peut faire la même chose des deux côtés, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage. Donc là, on a gagné facilement 5 jours, 7 jours, 8 jours. On est en sécurité, on est dans une situation plus simple, on manipule moins de bois, en tout cas moins de charge, on consomme moins de bois, et elle a plein d'autres avantages, cette maison. Donc là, on est hors d'eau. Et on se rend compte que dans toutes ces étapes, dont je vous évoquais 4 étapes. Donc première étape, la structure. La structure. Deuxième étape, l'habillage extérieur pour mettre un hors d'eau. Ou on appelle ça HE, ok? Quand on arrive à ce point, d'ailleurs, tiens, une petite chose importante, très souvent, les autoconstructeurs pensent que cette partie-là, structure, habillage extérieur, avec les fenêtres, etc., est tellement difficile à faire, est tellement compliquée, est tellement inabordable, qu'ils essayent de se concentrer là-dessus pour essayer d'économiser, et même voir que sur le second œuvre. Ça, c'est l'erreur majeure. Avec l'expérience, on se rend compte que si on est accompagné, si par exemple votre père était charpentier, il viendrait sur le chantier, vous aiderait. Ben, nous, charpentier militant, c'est un peu ça. On vous accompagne complètement du permis de construire, du plan, des calculs thermiques, tout ce que vous pouvez imaginer, tous les achats, etc., sont optimisés et à prix pro, hein, rien à voir avec ce que vous pourriez avoir. Des boîtes de vis, il en faut une quantité quand même importante, etc., etc. Donc tout ça, ça fait que ça devient simple, beaucoup plus simple que là, et surtout, c'est des petites séances de travail, les unes après les autres, il n'y a pas de complexité, ce sont des séquences. Et ici, on se retrouve aussi avec des séquences, avec une certaine sécurité pour pouvoir mettre en place des tuiles, etc., etc. Donc cette partie-là, quand elle est traitée par des autoconstructeurs, c'est la partie où il y a le plus de valeur, où il y a le plus d'argent à récupérer. Si par exemple, je vous disais qu'on vous taille une structure bois pour faire une maison, vous prenez des bois d'ossature. Si vous achetez 12 mètres cubes de bois d'ossature, si vous achetez ça par exemple à 500 €, ça fait 6 000 €. Pourtant, vous avez des coupes à faire. Si vous avez des gabarits à couper, des gabarits pour pouvoir couper très facilement, si vous êtes dans la situation où ça devient très simple et qu'on vous le démontre, alors vous allez payer le prix du bois d'ossature au prix qu'il faut le payer, vous allez payer le contreventement au prix qu'il faut le payer, le pare-pluie au prix qu'il faut le payer, les litos, les contre-litos, vous prendrez chez le sieur avec nos conseils, vous saurez quoi faire, vous saurez quoi acheter, toute la visserie, toute la quincaillerie, tout ça c'est des lots, et puis on va continuer comme ça sur tout le parcours. Et donc vous aurez des achats pro qui vont vous permettre de réellement faire les choses différemment. Je vous répète, avec un gabarit de coupe, on va faire des vidéos exprès pour ça, avec une scie, on vous dira d'acheter quelle scie, pourquoi, comment, il y aura des exercices à faire, il y a un contrôle à faire, vous avez un gabarit de contrôle, après le gabarit de coupe, vous avez un gabarit de contrôle, pour être sûr que vous avez bien fait le job. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir tout match tout seul. Donc, cette partie-là, quand on est bien accompagné, c'est celle où il y a le plus de valeur, c'est celle où les gens, à partir du moment où ils se sont informés et formés, et ils sont bien accompagnés, eh ben, ils gagnent un max d'argent ici.
Et vous voyez, quand on parle de budget, en fin de compte, si on n'explique pas cette première phase, cette deuxième phase, et ce que je vais vous expliquer maintenant, eh ben, on a tout faux. Et beaucoup de gens se disent, ah non, mais ordo, parce qu'après le reste, non. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Il faut absolument prendre le projet de là jusqu'à là. Et il y a peut-être quelques points ici qu'on pourrait déléguer, mais sûrement pas là. Parce que c'est là où il y a toute la valeur. Parce que ce bois que vous avez payé à 500 € du mètre cube, ok, allez, mettez le prix que vous voulez, vous mettez 600 €, vous mettez 600 €, vous multipliez, c'est très simple. Mais en vérité, le kit, vous n'allez pas l'acheter 6 000 € si vous achetez une kit pour une évolutive comme ça. Vous allez acheter beaucoup plus parce que le simple fait que le charpentier fasse des plans de fabrication, etc., tout ça c'est compris dans notre offre, qu'il vous ait coupé les bois à la bonne taille, etc., son expertise en quelque sorte, eh bien ça va coûter nettement. Et le constructeur, ça va être la même chose. Hein. Donc toutes ces étapes-là, il y a beaucoup de valeur, et en fin de compte, cette valeur, elle est accessible si on est vraiment dans un certain contexte. Okay, donc, on est arrivé au point 3, isolation par vapeur, thèse d'infiltrométrie. Et alors là, je vous rappelle qu'il y a la RE 2020, qu'il y a plein de contraintes qu'il faut respecter, qu'on a une obligation non pas de moyens, mais de résultats, et que tout ce qu'on doit faire doit être conforme à toutes les études qui ont été menées pour qu'on soit conforme et qu'on soit tranquille. Okay, donc, on se pose plein de questions. Paroi, il faut qu'elle soit perspirante, pas perspirante. Ça veut dire qu'il y a des échanges d'hydrométrie qui peuvent se faire entre l'intérieur et l'extérieur, etc., etc. Mais toutes ces questions-là, en fin de compte, l'isolation, le déphasage, la masse, pourquoi je mettrais un frein vapeur, frein vapeur plutôt qu'un pare-vapeur. Mais vous ne devez pas vous poser toutes ces questions. Toutes ces questions-là, elles doivent être résolues dès la conception, dès le choix du terrain, dès l'analyse bioclimatique qui est faite. Donc, ou vous choisissez un terrain qui est conforme à ce que vous devez faire, vous mettez la maison qui est conforme à ce qu'il faut faire, vous n'achetez pas chez un lotisseur le lot 18B, je ne sais pas quoi, qui est orienté comme ça l'arrange parce qu'il voulait faire 26 lots dans son terrain. Non, ce n'est pas la bonne solution. Vous choisissez le terrain en fonction du module, choix du terrain, vous donnez les moyens de pouvoir comprendre et choisir. Et alors, à ce moment-là, vous devenez le co-acteur de cette situation et vous allez réellement auto-construire et pas devenir un SDF de la construction. Vous voyez, au début, on parlait de budget, mais non, ce n'est pas le budget, c'est comment on va faire les choses et alors il y a un budget. Mais si on ne comprend pas ça, ça ne va pas le faire. Donc, isolation par vapeur, là, il y a des solutions qui sont données par rapport aux choix technologiques qui ont été faits, les choix de structure, l'orientation de la maison, les protections solaires. Il ne faut pas réinventer, il faut appliquer. C'est aussi simple que ça. Et puis, prenons un exemple, que ce soit un frein à vapeur ou un pare-vapeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Là, c'est globalement que je voudrais que vraiment vous partagez ça. Le temps de main-d'œuvre et les difficultés pour mettre un frein à vapeur ou un pare-vapeur. Le fait que, par exemple, il faut que toutes les agrafes soient scotchées. Où on met les agrafes, où on fait les plis, comment on fait. Mais une fois qu'on vous a expliqué, ça marche très bien. Dans les entreprises de charpente, précédemment, moi, je confiais ce poste aux clients. D'abord, ça leur faisait économiser énormément. Deuxième chose, ils y passaient un week-end, en plusieurs en famille, et ils mettaient le temps qu'ils voulaient. Le moindre trou d'agrafe était scotché. Le scotch était appliqué nickel. Écoutez, c'est simple, ils faisaient mieux DIY, mieux que nous. Parce qu'ensuite, on a un test d'infiltrométrie, et on obtenait des scores, on vérifiait la machine tellement qu'on obtenait des scores de fou. On a le droit à une balle de golf élargie, pour la RT 2012, la RE 2020, on est même un petit peu en dessous maintenant, si on veut tout tenir compte. Je ne vous parle pas de techno pour l'instant. Mais sachez qu'un trou d'agrafe, plus un trou d'agrafe, plus un trou d'agrafe, plus un pli mal fait, plus un scotchage qui n'était pas bien fait. Non. Parce que si vous respectez le protocole et que vous faites des vérifications, que vous avez un cahier de vérification avec des PDF de vérification, des coins, vous devez vérifier un certain nombre de choses, et vous appliquez la méthode, ça marche super bien. Et c'est très bien fait. Et tous ces temps de main-d'œuvre, tout ça, c'est énormément d'argent. La mise en place de l'isolant, le fait qu'il y ait des entretoises à une certaine hauteur, le fait qu'on choisisse de mettre un isolant avec un écartement un tout petit peu plus réduit, qui est un peu plus dur à mettre, mais il ne va pas glisser, il ne va pas se tasser. On ne va pas rentrer dans tous ces détails techniques, parce que ça c'est le contenu complet, mais moi aujourd'hui ce que je veux vous faire bien partager avec vous, c'est que la structure, l'habillage extérieur, l'isolation par vapeur en vérité, tout ce qui est à l'intérieur qui nous permet d'arriver au hors d'air, avec un test d'infiltrométrie temporaire, puisqu'une fois qu'on aura tout fini, on aura le test définitif pour la certification. C'est grâce à la maîtrise de tout ça, la compréhension de tout ça, qu'on arrive après au second œuvre, dans le confort et avec un vrai prix.
et un vrai budget. Parce que vous avez bien fait ces 3 premières étapes et que vous avez bien choisi. N'oubliez pas, ici, il y a le terrain. Si vous avez un mauvais terrain, un terrain pas adapté, vous allez rentrer dans un process avec la RE20, réglementation environnementale. Donc, il y a une empreinte environnementale. Si vous n'avez pas les bons apports solaires, ça ne va pas le faire. OK? Donc, vous arrivez à un vrai hors d'air, temporaire, puisqu'il faut d'abord finir tout ça pour le refaire, le test définitif, ou la plomberie, l'électricité, le VMC, il y a un seul point central technique, eau, élec, EU, c'est les eaux usées, qui arrive dans la maison, qui arrive par le dessous, parce qu'on a fait ce choix-là. La répartition de la VMC, on a prévu les espaces adaptés dans la structure pour pouvoir la passer. On vous conseille sur une VMC, c'est Winzender ou Nilan, c'est des marques extrêmement performantes. On vous accompagne sur tout ça, parce que c'est là aussi on économise pas mal d'argent. Donc on se retrouve avec, encore une fois, la MO qui n'est pas du tout compliquée. On fera venir un professionnel pour valider le tableau électrique, par exemple, ou certains points. Ça aura un coût. Mais vous pouvez très bien tirer les fils de partout. Vous pouvez très bien raccorder différentes choses. Venez découvrir comment on fonctionne, vous verrez. Les matériels, on vous aide à les choisir. Il y a une liste d'achat. Et tous les choix sont simples, c'est rapide et c'est facile à partir du moment où on respecte le protocole. Donc là, on se retrouve, après avec le test d'infiltrométrie terminale, et on se retrouve bien. Donc, quand on parle budget, en vérité, on ne parle pas budget. On dit comment on fait une maison en bois. Si on décompose en 4 étapes, et que ces 4 étapes, on se pose la question du budget à chaque fois en bas ici, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que ça coûte en prix d'achat, et pourquoi vous mettez tant de main-d'œuvre, et pourquoi vous vous mettez dans la situation d'acheter un kit, ou alors vous vous mettez dans la situation de fabriquer votre propre kit en ayant acheté du bois en charge et donc d'avoir éliminé tous ces éléments dans le prix qui ne vont pas vous permettre, en fin de compte, d'obtenir le vrai budget dont vous avez besoin. Donc, vous voyez, toutes ces questions, on se les pose à chaque fois. Quand on parle budget, donc, c'est très simple. Ou on choisit la bonne méthode et on obtient du résultat, ou alors on essaye de compiler différentes choses, on n'est pas le co-acteur de la situation, et à ce moment-là, on paiera le prix. Et voilà. C'est aussi simple que ça. À bientôt.